Alors pour se protéger par rapport aux ondes, c'est pas très compliqué. La première chose à avoir en tête, c'est que plus vous êtes proche de la source qui fait office de source de pollution, plus, entre guillemets, la dose que vous allez prendre, la quantité d'énergie, plus votre exposition va être importante. Donc le premier réflexe, c'est s'éloigner. Donc on met le haut-parleur, on parle très loin du téléphone. Ça peut être ça, mais dans ce cas-là, vous y perdez en discrétion. Ce qui est important, c'est donc, du coup, c'est pas, bah oui, en revanche, c'est au lieu d'avoir le téléphone contre l'oreille, je mets une oreillette. Ou au lieu d'avoir le Wi-Fi qui est à côté de moi, j'éloigne la borne Wi-Fi. Mais on peut passer une étape d'après, c'est tout ce qui est sans fil. Peut-être on peut basculer à des modes avec fil. Au lieu que ça soit du Wi-Fi, j'ai un câble réseau. Ou au lieu que j'ai un téléphone sans fil chez moi, je passe à un téléphone à fil. Ça, c'est super important parce qu'en fait, ce que des études ont montré quand on a fait des mesures chez les personnes, chez les particuliers ou en entreprise, c'est qu'on faisait porter aux gens, par exemple, des petits appareils qui enregistraient tout ce qu'ils prenaient dans la journée comme dose. Ça permettait à la fois de quantifier leur exposition et à la fois d'identifier quelles étaient les différentes sources de leur exposition. Et donc, les résultats sont assez logiques. Les personnes qui disposent d'un téléphone portable, c'est le téléphone portable qui est la première source de leur exposition à la pollution électromagnétique. Quand les personnes ont un Wi-Fi ou une antenne relais près de chez eux, c'est le Wi-Fi ou l'antenne relais qui devient une source prédominante. Même chose avec le téléphone DECT. Le téléphone DECT, c'est le fameux téléphone sans fil que vous avez à domicile. Alors, ce qui est assez pernicieux ou vicieux avec le téléphone sans fil DECT, c'est que le petit socle sur lequel on l'enclenche pour qu'il recharge, l'antenne sur lequel fonctionne le téléphone, puisque ce téléphone DECT, c'est un téléphone sans fil, c'est-à-dire c'est comme un téléphone mobile, sauf que son antenne relais, c'est le petit socle sur lequel on le met pour qu'il se recharge. Ce qui fait que vous avez un DECT, vous avez une antenne relais chez vous, à domicile, en intérieur. Et quand on fait des mesures chez les gens, bon là je vais donner un peu des ordres de grandeur, on va par exemple voir qu'une antenne relais qui est présente à l'extérieur va être à 0,6 ou à 0,7 volts par mètre, c'est l'unité qu'on utilise pour quantifier les micro-ondes présents dans l'environnement. Et quand les personnes ont un DECT, ce DECT-là, ça va être des valeurs à 1,6 ou à 2,1 volts par mètre, qu'on va considérer du côté des lanceurs d'alerte ou des associations anti-ondes comme étant des valeurs très élevées ou en tout cas largement suffisantes pour que vous ne soyez pas super bien chez vous, quoi. Donc le téléphone DECT, et ça se sait pas, c'est vraiment une antenne relais à domicile chez vous qui émet en permanence. DECT, c'est n'importe quel téléphone sans fil que les gens peuvent avoir chez eux. Exactement. Ouais. Et le DECT, c'est le nom de la norme en fait. Le GSM, c'est pour le téléphone mobile et le DECT, c'est pour ce téléphone d'intérieur qui au départ était une norme qui était utilisée en entreprise pour faire des réseaux privés. Voilà, okay. C'est de là que ça vient le DECT. Et ça a une portée de 300 mètres comme c'est marqué sur la boîte. Donc forte. Voilà. C'est pour ça que ça rayonne pas mal. Donc c'est vraiment la première source de pollution électromagnétique de type micro-ondes chez les personnes quand on dispose d'un DECT. L'autre truc, si on a le Wi-Fi, en théorie, la nuit, on peut le couper. Même s'il y a des personnes qui veulent peut-être télécharger des choses, eh ben, on fera ça à d'autres moments, mais la nuit, ça peut être bien de dormir tranquille. Pourquoi la nuit? C'est une zone ou une période à sanctuariser. C'est parce que c'est pendant la nuit que notre corps, au niveau de ses hormones, fait un resettage comme ça des fonctions biologiques. Donc si votre sommeil est perturbé à cause des soucis ou à cause d'un stress ou à cause des pollutions électromagnétiques, ben du coup votre corps se repose moins bien et donc les balances hormonales, le rééquilibrage hormonal se fait moins bien. Voilà, il y a plein et du coup derrière, si on a des hormones qui sont modifiées ou qui sont perturbées, et ben on est patraque et ben du coup quand on est patraque, on va manger différemment, on va assimiler les aliments différemment, donc on va plutôt grossir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont liées à une fatigue ou à un problème de déséquilibre hormonal. Il y a certaines idées aussi pratiques, c'est-à-dire que certaines personnes disent que l'eau nettoie des champs électromagnétiques, des surcharges électromagnétiques, ou bien de courir pieds nus sur de l'herbe. Alors on va juste parler de l'eau parce que c'est le plus simple, parce que courir pieds nus sur une herbe, c'est un peu compliqué quand on est dans un appart à Paris, quoi. C'est que l'eau, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, l'eau nettoie, au sens où si par exemple vous accumulez des charges électromagnétiques sur vos avant-bras, sur la peau, de passer les mains sous l'eau, ça draine. Pourquoi? Parce que cette eau, ça fait une prise de terre et ça draine les charges. Mais si vous buvez une eau qui est fortement minéralisée, c'est ce qu'on voit à travers les résidus secs. Le résidu à sec, c'est marqué sur toutes les bouteilles en plastique. Si vous buvez une eau qui est fortement minéralisée, ça va faire antenne. Ça va faire antenne. Ces particules qui sont présentes dans le corps vont faire antenne, donc potentialiser la pollution électromagnétique. Haute source donc. Haute source et une eau qui est inférieure à 100 mg en termes de résidus secs.
Ça, c'est clair. Et ça, c'est vraiment un bilan ou un enseignement qui remonte justement de l'expérience des électro-hypersensibles, qui sont le premier truc qu'ils font, ils boivent une eau différente, une eau faiblement minéralisée, et ils ont moins comme ça de particules, de molécules dans le corps qui rentrent en résonance avec les champs pulsés de l'environnement. Donc il y a deux choses. Il y a la première chose qui est de baisser son exposition aux ondes. Oui. La deuxième chose qui est peut-être d'avoir peut-être par l'alimentation, peut-être par l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres moyens comme ça qui peuvent permettre aux gens d'être différemment sensibles en fait, c'est ça? Après, il y a une autre dimension dans la pollution électromagnétique, c'est si on continue à raisonner en termes de mode de vie ou d'hygiène de vie, plus vous avez de structures métalliques dans votre intérieur, plus ces structures métalliques vont faire résonance et amplifier les rayonnements électromagnétiques ambiants. Que ça soit un volet métallique ou que ça soit des tables ou un mobilier métallique. Donc ce qui fait qu'on s'est rendu compte de ça, puisque des personnes qui voulaient se protéger des ondes en blindant leur appartement, en mettant des rideaux qui faisaient anti-ondes, etc., quand elles téléphonaient à l'intérieur de chez elles, du coup les ondes rebondissaient de partout à l'intérieur au lieu de sortir. C'est ce qu'on appelle un effet cage de Faraday, mais inversé. C'est un peu la même chose qui se passe si vous téléphonez en voiture. Si vous téléphonez en voiture et que le téléphone est à l'intérieur de la voiture, quand l'antenne est à l'extérieur, ça ne se passe pas comme ça. Mais quand c'est à l'intérieur que vous téléphonez à l'intérieur de la voiture, tout d'abord, vous n'avez pas le droit. Et deuxièmement, parce que ça a été mis en évidence, il y a un risque d'accident multiplié par 4 quand on téléphone au volant. Donc ça, c'est clairement mis en évidence dans les stats des assurances. Mais en plus, il y a un effet cage de Faraday avec les ondes qui rebondissent à l'intérieur. Et comme elles rebondissent à l'intérieur, elles ont tendance à rebondir pour aller vers le centre. Et le centre, c'est où? C'est la hauteur de la tête. Il y a une petite contradiction qui m'apparaît. D'un côté, on a l'électroculture où on s'aperçoit que certains objets métalliques, par exemple, peuvent permettre à certaines plantes de pousser mieux, différemment. De l'autre côté, là, on voit que ces mêmes objets métalliques peuvent nuire à la santé d'une personne. J'imagine qu'il y a des cas où ça peut être positif aussi. Comment faire la différence entre les deux? Mais c'est justement tout ce qui est... tout ce qui est derrière l'électromagnétisme et les vivants, ou en tout cas ce qu'on va appeler le bioélectromagnétisme, c'est-à-dire qu'à certaines doses ou à certaines fréquences, ou éventuellement même à certaines polarités, c'est encore d'autres qualités techniques que va avoir l'onde électromagnétique, il va y avoir des effets qui vont être positifs, et à d'autres doses, d'autres fréquences, d'autres dimensions subtiles, eh bien, on va être sur un effet négatif. Et il y a même une même onde peut avoir un effet positif sur une certaine plante et un effet négatif sur une autre plante. C'est un petit peu pareil que pour les allergies. Il y a des personnes qui vont être allergiques au gluten et d'autres non. Donc là, c'est pareil, on peut être allergique à certaines ondes et au contraire, d'autres personnes ne seront pas allergiques. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, globalement parlant, les ondes du micro-ondes, ce qui va du 900 MHz jusqu'au giga, le Wi-Fi étant à 2,4 GHz par exemple, le téléphone portable, tout ce qui est 3G, téléphone portable 3G ou Wi-Fi, on est dans au-delà des 2 GHz. Donc, c'est des rayonnements qui, dans leurs propriétés physiques, sont très perturbants, ou en tout cas auxquels le corps va être très sensible. Pourquoi? Parce que c'est des rayonnements qui sont absorbés par les molécules d'eau. Et nous sommes composés non pas à 70% d'eau, comme on peut le dire dans certains calculs ou dans certains livres, mais en nombre de molécules, nous avons 99% d'eau dans le corps. C'est-à-dire qu'il faut compter quand on compte de 1 à 100, il faut aller jusqu'à 99 pour que ce qu'on va trouver dans le corps, ça ne soit pas une molécule d'eau. Et ce 1% qui reste, c'est les protéines, les cellules, tout ça. Mais tout le reste du corps, 99% du corps dans sa substance fondamentale, c'est de l'eau. Or, l'eau, ça absorbe les micro-ondes, ou les micro-ondes sont absorbées par l'eau. Et cette absorption se traduit par quoi? Par une élévation de température. C'est comme ça que fonctionne le four à micro-ondes. Et donc, cette élévation de température, si on zoome dessus avec un microscope comme ça électronique, ce qui se passe, c'est que c'est les liaisons moléculaires entre les molécules d'eau. Vous voyez, voir, la molécule d'eau, il faut la voir un peu comme un carillon, avec une molécule d'oxygène et un atome de l'oxygène et 2 hydrogènes en dessous. Donc, c'est un peu comme un carillon, comme ça bouge. Et avec les micro-ondes qui arrivent, ça modifie les liaisons moléculaires, c'est-à-dire ça écarte ou ça tourne, enfin en tout cas ça perturbe ce carillon qui se met à devenir dissonant et à sonner faux. Et c'est ce qui se passe dans le corps. Ça modifie l'eau dans le corps, ça modifie les liaisons moléculaires entre les molécules d'eau dans le corps, et du coup le corps fonctionne moins bien, ça dysfonctionne. Qu'est-ce que vous pensez des petits processus de protection, les petites pastilles que l'on met sur les téléphones, ou bien les petites pyramides contre les champs électromagnétiques, les grands trucs aimantés que l'on met au dos des ordinateurs ou des télés? Il y a eu des études de fait, il y a des preuves que ça fonctionne pas?
Il y a des preuves que ça fonctionne, il y a des preuves que ça ne fonctionne pas, simplement parce qu'en fait, il y a des appareils qui fonctionnent et des appareils qui ne fonctionnent pas. Ou c'est même plutôt que certains appareils vont fonctionner dans certaines situations et d'autres ne vont pas fonctionner. Quand on dit fonctionner, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce Ça que- veut dire qu'il y a des personnes qui vont se sentir mieux. Par exemple, Clarins, en 2007, a sorti un produit qui était une brume, un brumisateur, un flacon qui balançait de l'eau, entre guillemets, informée ou avec des principes actifs de plantes médicinales à l'intérieur, dont on avait mis en évidence que ça avait un effet protecteur sur la peau. C'est-à-dire la peau, ce que Clarins avait vu, c'est que la peau, étant exposée à une pollution électromagnétique ou à des rayonnements de téléphone mobile, avait un stress oxydatif plus important et donc un vieillissement cutané plus important. Donc ils sortent un produit et pour eux c'était un des lancements de l'année qui s'appelait Expertise 3P, qui était donc un brumisateur vendu au prix d'un produit de luxe qui était censé mettre une espèce de pellicule liquide sur la peau et protéger et limiter les dégâts sur la peau, sur la barrière cutanée, quoi. Bon, premièrement, dans quasiment tous les pays, les autorités sanitaires leur sont tombées dessus pour allégations mensongères. Alors qu'ils appuyaient leurs produits sur quasiment 5 ou 6 années de recherche en R&D et qu'ils avaient eu 1 ou 2 parutions scientifiques faites avec des équipes du CNRS. Donc là, c'est aussi pourquoi ça a causé problème. Peut-être parce qu'il entrait sur un sujet qui était tabou, dans le fait d'oser affirmer que les ondes électromagnétiques pouvaient avoir un effet délétère sur nos petites cellules. Premier truc. Pourtant, c'était Clarins, ce n'est pas un petit opérateur du coin. Ouais. Deuxièmement, moi, il y a des électro-hypersensibles qui se sont achetés le produit et qui même achètent aujourd'hui les stocks restants du produit, puisque ce produit a donc fait un flop, puisque on leur a interdit de commercialiser le produit ou on leur a interdit de le commercialiser avec des arguments qui mettaient en avant l'intérêt du produit. Donc en Suède, en Italie, en France, voilà, c'est un cas d'école, ce qui s'est passé autour de ce produit de Clarins, qui a été vraiment un Titanic industriel pour eux. Ils ont mis 3 ans à s'en remettre au niveau de leur chiffre d'affaires et de leur activité. Il y a des électrosensibles, ils vont me dire, moi ce produit, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas, c'est de la trappe-nigo, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Mais j'en ai d'autres qui vont me dire, le seul produit qui m'a fait du bien, c'est celui-là. Ce qui montre bien qu'on peut être électro-hypersensible, c'est-à-dire allergique aux ondes, avec toute une gamme de symptômes et de malaise, de mal-être qui sont toujours les mêmes, mais les raisons peuvent être différentes. Ça peut être neurologique, ça peut être parce qu'il y a une intoxication aux métaux lourds, et c'est cette intoxication aux métaux lourds qui va faire que l'organisme réagit plus à cette pollution électromagnétique. Ça peut être parce qu'il y a une sensibilité génétique particulière. Ça peut être, comme j'avais pu le dire précédemment, parce que la personne s'est fait électriser dans le cadre de son métier ou dans un accident de la vie. Et du coup, elle a une résistance à l'électromagnétisme qui est plus faible au niveau de son système nerveux central. Il y a plein de raisons possibles en fait pour devenir électrosensible. Et donc du coup, chaque électrosensible va chercher son propre cocktail de solutions. Mais pour un produit donné, et là j'en prends un qui entre guillemets ne fait pas débat quant au fait qu'il était officiel ou développé par une grande entreprise, qui fonctionnerait chez certains, ou en tout cas qui apporte satisfaction à certains électrosensibles et qui n'apporte aucun effet à d'autres. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut essayer. Oui, ça veut dire surtout que des protections, elles peuvent marcher chez quelqu'un et pas chez quelqu'un d'autre.